correspond exactement au sujet qu'on va aborder ce soir, le soin palliatif. Alors pour en parler, les soins palliatifs, je vous demande d'accueillir avec nous ce soir le professeur Didier de Broucker, vice-doyen de la faculté libre de médecine, chef de service à l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Saint-Vincent à Lille, le docteur Henri Delbecq, docteur président d'honneur et fondateur de la coordination régionale des soins palliatifs du Nord-Pas-de-Calais, le professeur Serge Vlon, c'est dans le désordre, hein, PUPH de neurochirurgie, directeur du centre d'évaluation et de traitement de la douleur au CHRE de Lille, et madame Patricia Thirion, directrice du réseau de santé à ma vie. Merci à tous les quatre d'être là ce soir pour partager cette soirée sur la thématique du soin palliatif. Je veux bien que vous les applaudissiez d'entrée de jeu. Alors, puisqu'on parle de terminologie, sont quand même ces trois mots les plus importants de la soirée. Professeur Didier de Broucker, les soins palliatifs, en quoi ça consiste et un peu d'historique. Quand est-ce que cette terminologie est née? Alors, je voudrais d'abord remercier M. Courouble parce que finalement, il a dit l'essentiel sur ce que recouvrent les soins palliatifs. Alors, pour répondre à votre question, je serais tenté de dire que beaucoup de personnes actuellement, en 2014, ne savent pas qu'il y a une loi qui a été votée il y a 15 ans et qui a très clairement dit que les soins palliatifs étaient du domaine du droit, de l'accès pour chaque citoyen français. Donc c'est un droit. Alors c'est bien beau de dire ça, c'est important aussi de dire qu'actuellement beaucoup considèrent que le développement des soins palliatifs, ce qu'on appelle la culture palliative ou la démarche palliative, devrait être considéré comme une grande cause nationale à promouvoir. Alors sur le plan historique, je pourrais vous dire tout à la fois que les soins palliatifs sont très anciens et aussi très récents. Très anciens, pourquoi? Parce que avant la Seconde Guerre mondiale, on avait très peu de moyens thérapeutiques. Les antibiotiques, c'est cette époque-là. Donc, dans la pratique médicale, la pratique soignante, on était beaucoup plus dans un domaine palliatif que dans un domaine curatif. Et je pourrais vous dire aussi que les soins palliatifs constitue un concept récent parce que finalement, avec l'explosion des progrès techniques, on a progressivement pensé que dans le domaine de la médecine, on pouvait tout soigner, tout guérir, peut-être une sorte de rêve d'immortalité, je mets ça entre guillemets, si bien qu'on a un peu occulté le fait que nous soyons tous mortels et que nous pouvons être atteints à des degrés plus ou moins importants de problèmes de santé, de maladies. Donc sur le plan historique, tout ce qui est du domaine de ce qu'on appelle maintenant la démarche palliative est relativement récent, porté par quelques précurseurs. Il y en a eu en France, je pense en particulier à un des premiers qui était Patrick Verspieren, qui a abordé la problématique des soins palliatifs essentiellement sur le fait de la souffrance, en disant voilà, on fait de tels progrès dans le domaine de la médecine et on voit encore dans les hôpitaux des personnes souffrir, mourir dans des situations inacceptables. Et c'est vrai que cette réaction finalement portée par beaucoup de soignants et quelques médecins a débouché sur la nécessité, je dirais c'est peut-être le mot le plus important, tout en ayant bien conscience que grâce au progrès de la médecine, on sauve des vies et que ça a permis d'améliorer le confort global de la population, il fallait aussi ne pas oublier un volet important, c'est que tout le monde ne guérit pas et que malheureusement, quand on ne peut pas guérir, il ne faut pas abandonner les personnes qui souffrent. Vous voyez? Ça, c'est peut-être le premier élément important, le souci de ne pas abandonner, le souci d'être toujours à côté de la personne gravement malade, de la personne qui souffre. Alors c'est vrai que la mission des soignants, au sens global, c'est-à-dire médecins, tous ceux qui sont proches des malades, c'est au départ une mission qui est assez technique. Il ne faut pas oublier les autres volets de notre mission, en particulier sur le souci d'une certaine interdisciplinarité dans ce que l'on vit auprès du malade, le souci du prendre soin et aussi, en permanence,
une réflexion éthique sur le sens de notre action auprès des personnes qui souffrent et qui sont gravement malades. Et les soins palliatifs, eh bien, trouvent leur expression finalement dans toutes les missions des soignants et des médecins auprès du malade. Et en allant plus loin dans ce que sont les soins palliatifs, on pourrait dire qu'il y a peut-être un premier volet qui est celui de la qualité des soins que nous pouvons porter auprès des personnes qui ne vont pas guérir, qui sont atteintes de maladies souvent graves, souvent dans des situations de fin de vie. Et cette qualité des soins va porter sur non plus tant la quantité de vie que l'on peut apporter à quelqu'un avec divers protocoles thérapeutiques, mais bien le souci du confort global avec le traitement de tous les symptômes et en particulier le traitement de la douleur dont parlera le professeur Blon. Donc il s'agit de qualité plus que de Voilà. quantité et de durée. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le souci de travailler en pluridisciplinarité ou interdisciplinarité. C'est-à-dire que dans les situations difficiles, même si effectivement il y a ce souci de l'alliance thérapeutique portée par des grands éthiciens comme Paul Ricoeur, nous avons dans toutes les situations de patients qui sont en maladie grave, potentiellement mortelle, à travailler ensemble. Ces situations sont difficiles et c'est peut-être le deuxième point que je voudrais apporter après celui du non-abandon, c'est de dire que nous avons toujours affaire à des situations très complexes. Et personnelles, et individuelles. Et individuelles, complexes et individuelles. Le troisième volet qui est important, porté par les soins palliatifs, c'est un volet éthique du respect de la personne. M. Courouble en a parlé d'ailleurs très très bien. Le respect de la personne, incluant donc le respect de sa dignité. Et ça, on pourrait aussi le trouver dans un terme qui est celui du prendre soin. Ce n'est pas uniquement du soin, c'est du prendre soin. C'est toute cette réflexion-là. Et puis, il y a aussi une valeur très importante portée par les soins palliatifs, qui est celle de l'accompagnement. J'avais parlé de non-abandon, un esprit de solidarité, une certaine éthique portée par tous ceux qui, auprès du malade, vont lui apporter réconfort, soutien. Alors, ce sont les proches, bien entendu, ce sont les soignants, bien entendu, mais ce sont aussi tous les bénévoles d'accompagnement. Et c'est un des éléments très importants, je voudrais le souligner, et le docteur Henri Delbecq va revenir dessus. Il y a en particulier une reconnaissance officielle, c'est le seul domaine, à ma connaissance, sur le plan, je dirais, légal, sur le plan des textes officiels législatifs. La circulaire de mars 2008 qui définit ce que doivent être les soins palliatifs a inclus une annexe spécifique sur le bénévolat d'accompagnement. Et il faut savoir que ce bénévolat d'accompagnement fait l'objet d'un soutien des tutelles, et en particulier de l'assurance maladie, pour permettre la formation des bénévoles, le soutien des bénévoles. C'est le seul élément, à ma connaissance, dans le domaine de la santé, où on insiste et où on valorise le bénévolat d'accompagnement. Vous voyez un petit peu tout ce volet-là. Les soins palliatifs, c'est tout ça. Est-ce qu'on pourrait dire que sans ces associations et ces structures de bénévoles, on ne pourrait pas prendre autant soin, puisqu'on est dans la notion de prendre soin et pas obligatoirement de soigner, de tous ces malades qui sont en soins palliatifs? C'est vraiment absolument indispensable, le bénévolat et ces réseaux de bénévoles. Oui, je dirais même... Indispensable. Ça va même plus loin, c'est que dans les labellisations des structures de soins palliatifs, il y a impérativement la nécessité d'avoir un bénévolat d'accompagnement. On va dire obligatoire.
Voilà. Plus qu'indispensable. C'est un des critères. Docteur Delbecq, vous pouvez évidemment intervenir et venir compléter ce que disait à l'instant le professeur de Brocaire, puisque vous êtes en complément effectivement sur cette thématique. Vous êtes d'ailleurs auteur d'un rapport qui porte votre nom. On va vous entendre. Oui, j'ai eu un rapport qui a été rendu public par M. Kouchner, et qui a en quelque sorte un petit peu fécondé et fait progresser surtout ce qui avait déjà été dit en 86 et qui avait bien besoin d'être mise en valeur, cette circulaire, pour qu'on aboutisse à la loi de 99 et même avant à la loi de 95 sur la douleur. La loi de 99, ce qui a été rappelé, c'est que effectivement tout le monde, chacun a le droit à l'accès aux soins palliatifs et, comme vient de le dire le professeur de Brocaire, et à l'accompagnement. Notre société nationale, c'est une société française d'accompagnement et de soins palliatifs, la SFAP. Et je pense que ce n'est pas une société médicale. Et donc, lorsque vous avez eu l'amabilité de nous proposer de venir sur ce plateau et de parler devant un public jeune, je pense, pour la plupart, on a été très, très contents parce qu'effectivement, je pense que quand la génération après nous, vous voyez mes cheveux blancs, ou nos cheveux blancs, c'est une génération d'ONG aussi. Et les soins palliatifs sont une ONG, en le sens, et même reconnue sur le plan européen, comme une organisation reconnue de santé publique. La SFAP est reconnue de santé publique. Parce qu'effectivement, elle remplit un rôle de soin, le cure, et aussi du prendre soin, le care. Et il n'y a pas de soins palliatifs s'il n'y a pas d'accompagnement. Je pense que les soins palliatifs sont nés un petit peu de ce paradoxe, c'est que la chevauchée fantastique des progrès médicaux, on allait résoudre tout, on allait guérir la maladie et on allait finalement vaincre la vieille ennemie, la mort. Erreur, je pense que ce n'est pas tout à fait vrai, sauf qu'aujourd'hui, on a une espérance de vie qui nous pose problème. C'est-à-dire que les soins palliatifs, c'est des soins palliatifs pour des personnes âgées. Pour vous bientôt, ou plus ou moins tard, ou plus ou moins tôt. Mais enfin, on va mourir vieux. Et comment ? Comment ? Alors ça pose question parce que je viens de lire... De quelle façon ? Je viens de lire un rapport que je vous conseille, c'est l'Observatoire national de fin de vie, piloté par le professeur Aubry, qui montre que dans les EHPAD, vous savez ce que c'est que les EHPAD, sûrement les établissements pour personnes âgées. Moi, je préfère les appeler les résidences. C'est-à-dire que quand, par force ou par nécessité, ou par il n'y a pas d'autre solution, on va dans ces établissements. Et là, on peut se demander s'il n'y a pas un oubli de la société. Et donc, je pense que, et je reviens à notre sujet que vous posez, madame, c'est le fait que l'accompagnement est nécessaire parce que, finalement, c'est une grande leçon de philosophie qu'on apprend, c'est qu'on, dans la vie, on est seul. Et face à la maladie, on est seul. C'est à moi que ça arrive. Mais ce n'est pas à moi seul, c'est moi comme individu d'une société, d'une famille. Ce n'est pas ma mort, ce n'est pas ta mort, c'est notre mort. Et il est très important dans une société où on a oublié qu'on était une communauté. On vivait ensemble. C'était la société rurale que beaucoup n'auront jamais la possibilité de connaître. Une société rurale solidaire. On l'est beaucoup moins, mais autrement. Et donc, par rapport à cette chevauchée fantastique des progrès thérapeutiques, où on oubliait peut-être l'humanité des soins, la société, avec l'arrivée des soins palliatifs, a créé cette nécessité d'accompagnement, du care. Ça remplit une fonction sociale, d'innovation. Parce qu'en fait, quand on prend l'histoire que vient de dire le professeur Didier de Brocaire, c'est que c'est vrai que c'est déjà les bénévoles, dont le père Verspiren et bien d'autres, qui ont secoué un peu le cocotier, qui ont protesté contre le fait qu'il n'y avait pas de solidarité
et qu'il fallait faire autrement. Donc il y a eu un certain nombre d'associations, de bénévoles. Ce n'était pas connu. On a été chercher un peu comment ça fonctionne. Les anglo-saxons en Angleterre, ils sont 100 000 volunteers, des bénévoles. Ça fait partie de leur culture. C'est obligé. Et d'ailleurs, pour ceux qui font des grandes écoles ou qui ne font pas des grandes écoles, il est conseillé d'avoir dans son CV d'avoir des fonctions de bénévolat. Je crois que c'est un plus quand vous voulez être embauché plus tard, c'est pas mal. Mais en Angleterre, ils sont 100 000 bénévoles. Nous, comme vient de le souligner Didier de Brouckère, c'est qu'effectivement, c'est récent. Et depuis les années 80, c'est tout récent, on est en 2014, on arrive à créer du bénévolat. On est à peu près dans la région 28 associations. En France, on est peut-être 200 réunis dans la Société française d'accompagnement et soins palliatifs. Donc c'est un moyen, les associations de bénévoles, c'est un moyen privilégié pour la société civile de se prendre en charge librement, spontanément, et de répondre à des besoins qui ne sont pas satisfaits dans les institutions. Et je reviens aux EHPAD, où il y a beaucoup de solitude, beaucoup d'isolement, beaucoup de désespoir. Et donc, il est important que ce soit dans le cancer, que ce soit auprès de la personne âgée isolée, il y a besoin d'une présence humaine, ça a été dit et souligné. Parce que la maladie, elle provoque de l'exclusion. Que dans la mouvance des soins palliatifs, les bénévoles représentent un potentiel. Je suis ravi de voir qu'il y en a parmi vous beaucoup de bénévoles de la région qui sont là pour représenter et dire ce qu'ils font. C'est un potentiel important pour apporter des éléments de réponse à cette problématique d'exclusion. Enfin, le bénévolat, qui est un acte libre et gratuit, nécessite aussi des moyens matériels. Et Didier de Brouckère a bien fait de souligner que la société, le pouvoir public, représenté ici par la CNAM, la Caisse nationale, et sous l'initiative de M. Kouchner, Bernard Kouchner, verse chaque année des moyens pour la formation. Parce qu'il ne faut pas oublier que les bénévoles, c'est peut-être une génération spontanée, mais on ne peut pas être bénévole si on n'a pas reçu une certaine formation. Il faut quand même être un peu trié. Il faut pas être, il faut être capable d'avancer personnellement. Et je citerai quelques témoignages, si vous permettez, d'une bénévole. Normalement, ça devrait être une bénévole qui devrait être à ma place. Bon, enfin, je suis bénévole d'une autre façon. Alors, mais voilà ce qu'elle dit quand même à la fin de son témoignage. Le bénévole va découvrir un champ immense, celui de la réflexion sur la mort, le deuil, le sens de la vie. Découverte de soi-même avec ses peurs, ses refus, ses désirs. La vie lui paraîtra plus belle en constatant combien elle devient précieuse. Nous sommes tous fragiles, vous le savez bien. Personne n'est à l'abri. Ça peut arriver inopinément, bien entendu, mais heureusement, c'est de plus en plus rare. Malgré tout, ça arrive. Combien la vie est précieuse quand elle s'estompe et combien les derniers échanges ont une valeur sans égale. Et là, je voudrais souligner l'importance du temps. La temporalité en fin de vie, elle a une particularité, c'est que ce sont les derniers échanges, les derniers regards. C'est toute une partie des échanges où on ne s'était jamais dit autant, dans un couple, avec les enfants, avec les bénévoles. Donc je pense que ce temps, il ne doit pas être gommé, parce que notre société, elle est pressée. La mort dérange. La mort, on veut l'écarter. Or, ce temps avant la mort est un temps qu'on ne doit pas, en quelque sorte, nier. Il faut l'habiter. Et donc, ça peut être de tout le monde, les bénévoles. C'est les soignants, bien sûr, mais aussi, et beaucoup, la famille qui elle-même a besoin d'être accompagnée. J'aime bien cette phrase d'un psychanalyste, Emmanuel Goldenberg, qui dit « On ne peut pas être accompagnant si on n'est pas accompagné ». Et donc, je pense que ce temps, il doit être habité par une présence et une fidélité.
tout en sachant que le bénévole, ce n'est pas quelqu'un qui parle, mais c'est quelqu'un qui écoute. Et ça, c'est une vertu qui n'est pas si facile que ça. On va d'ailleurs se poser la question éventuellement, si vous souhaitez devenir bénévole, il y a des associations évidemment qui vous accueilleront après à 20h30, parce que vous le disiez à juste titre, on ne devient pas bénévole juste sur une envie, il y a des formations et il y a on demande certaines capacités, forcément pas intellectuelles, mais de sensibilité, vous l'évoquiez à juste titre. Mais je voudrais pas effrayer. Non, mais c'est important de le savoir. Notre auditoire. On peut devenir bénévole. C'est monsieur ou madame tout le monde. Ce n'est pas quand on a mon âge, c'est très tôt. Alors concrètement, on peut se dire, allez-y, on peut se dire, quel sera le rôle du bénévole? Qu'est-ce qu'on va lui demander? Parce qu'il y a aussi plusieurs facettes de bénévole dans l'accompagnement, dans le soin palliatif. On ne demande pas de soigner, on demande de prendre soin. De quelle façon? Alors... Est-ce que c'est être présent? Est-ce que c'est parler? Est-ce que c'est... C'est un bénévole qui devrait être à ma place. Je devrais en appeler un ou deux. Non, mais si vous voulez témoigner, je pense qu'effectivement, très concrètement, dans le domaine des soins palliatifs, un des grands défis, c'est celui de l'accompagnement. L'accompagnement dans sa globalité, c'est-à-dire également l'accompagnement des proches, tout le souci de pouvoir les aider aussi, mais dans spécifiquement l'accompagnement bénévole, je dirais qu'il y a peut-être deux éléments qui guident le bénévole. C'est qu'il vient, et il y a même des bénévoles qui disent, voilà, je viens, mais je ne fais rien. À part que, il y a deux éléments fondamentaux. C'est que, un, ils sont en vérité avec le malade. Ils sont en vérité avec le malade. Et deux, moi je l'ai toujours vécu, je le vois avec les bénévoles que je côtoie journellement, il y a un climat de confiance. Je dirais que quelque part, dans leur mission, ils sont en situation d'une certaine forme de protection. C'est vraiment le climat de confiance, protéger cette confiance, apaiser, donner de la sérénité, c'est ça. Alors, voilà, pour moi, c'est ça le bénévolat. C'est cet engagement très, très fort. Et c'est vraiment un très grand défi. Et Henri pourra prolonger ce que je dis, ou Patricia, ou Serge Blond. Ça se vit. Alors, l'expliquer, c'est plus difficile, mais je dis, instaurer la confiance avec une grande sérénité, être en climat de vérité avec la personne, être proche d'elle, témoigner qu'on ne l'abandonne pas, témoigner que, quelle que soit sa situation, même dans des situations difficiles où il y a des épisodes confusionnels, être à côté, ça a du sens. C'est pas innocent, c'est vraiment un engagement très fort et qu'on partage. Voilà, c'est aussi le partage, le non-abandon et le partage. Allez-y. Oui, juste pour... dans le même sens, je vais livrer quelques phrases d'une accompagnante de 71 ans qui était dans le domaine bancaire et qui a écrit quelques phrases qui m'ont beaucoup frappé. Vous devenez le tiers anonyme pour écouter sa souffrance morale. Il convient en effet de permettre à la personne en fin de vie de partager ce qu'elle ressent, lui ouvrir la porte par où évacuer ce qui lui est difficile à supporter et lui permettre, en se sentant reconnu et soutenu et entendu, d'accéder à un état plus vivable pour elle. Il faut savoir déclencher chez le malade le besoin de raconter sa vie, qui va lui permettre de relire sa vie pour lui-même, de se libérer de sa culpabilité, de se réconcilier avec lui-même, avec les autres, pour accepter peu à peu sa finitude et à trouver enfin la paix de sa conscience. Je pense que c'est pas toujours comme ça, mais les témoignages des accompagnants qui seront là le diront probablement. Ils trouvent ils arrivent à arriver au jardin secret de la personne, qui se trouvant devant un anonyme où il n'y aura rien, c'est un partage d'un à un autre, pas forcément dans
avec un très très proche, mais avec un anonyme où il pourra dire les choses et pourra mourir paisiblement. Donc c'est une réconciliation avec lui-même et avec les autres à laquelle on assiste quelquefois. Merci. Avant d'aborder le sujet de la douleur, parce qu'évidemment, on va également parler de la douleur physique et psychologique du malade, voire de l'entourage, ainsi que des réseaux qui se mettent en place pour aider ceux qui sont en quête de solutions, de médecins et d'accompagnement avec Patricia pour le réseau À Ma Vie et le professeur Serge Blon pour justement la douleur. Vous savez que vous pouvez poser des questions. On a des jeunes filles ou même des jeunes gars d'ailleurs avec des micros qui, je pense, sont là. Vous voulez bien vous montrer? Voilà, montrez-vous. Et si vous avez des questions à poser ou si vous voulez d'ailleurs, effectivement, venir apporter un témoignage parce que vous êtes bénévole ou parce que vous souhaiteriez le devenir, ce que je vous demande, c'est de vous mettre debout si vous avez une question à poser pour qu'on puisse vous voir. Parce que lever la main, ça ne suffit pas. N'hésitez pas, allez-y, on est entre nous. Alors, c'est que vous avez eu les réponses à toutes vos questions. Si, allez-y, voilà. On va vous amener un micro. C'est l'occasion d'aller plus loin dans vos réflexions. Et ensuite, évidemment, vous savez qu'après ce rendez-vous, des associations vous accueillent et pourront répondre aux questions complémentaires que vous vous posez. Allez-y, posez votre question. Ah. Ça marche pas ? Voilà, ça marche. Merci. Par rapport justement à l'accompagnement dont vous parlez, etc., j'aurais voulu avoir votre avis sur l'accompagnement par le toucher, vis-à-vis du schéma corporel, de l'accompagnement par la présence et de prendre conscience de son corps. Je suis justement en étude par rapport à ça et ça m'intéresse fortement justement votre avis. Qui veut répondre? Alors, accompagnement par le toucher, vous parlez d'un accompagnant bénévole ou sur l'angle quand même médical et soins à proprement parler? Alors, au niveau médical, moi, je parle pour moi, je n'ai pas de compétences médicales, mais je suis une formation dans le massage en psychocorporel. Et par rapport à une expérience personnelle de l'accompagnement de fin de vie de ma mère, c'est quelque chose qui a été très révélateur, en fait. Donc, justement, par le contact des mains, etc. Et donc, aujourd'hui, le champ des possibles est ouvert, quoi. Donc, ça peut être autant au niveau professionnel, au niveau bénévole. Voilà, pour l'instant, je suis en train de réfléchir sur ça et ça m'intéresse fortement d'avoir un retour de professionnels. Moi, Docteur Delbecq. Non, je ne vais pas répondre parce que je n'ai pas l'expérience, mais certainement parmi nous, dans cette assemblée, il y a quelqu'un qui a une pratique du toucher, effectivement, qui apporte... Allez-y, si vous voulez répondre. Je vais répondre sur un mode... Professeur Serge Blon, allez-y. Je vais répondre sur un mode médical qui peut vous surprendre. Mais le toucher, c'est un soin de prévenance comme un autre. Il a certainement une valeur considérable, notamment dans l'accompagnement en fin de vie. Il faut savoir que quand on fait un toucher, on stimule une proprioception. Proprioception, c'est-à-dire une sensibilité tactile. Et un être mourant dispose encore de cette sensibilité tactile. Et ça peut être pour lui une perception du monde extérieur qui est très importante. Et on peut même aller plus loin dans certaines douleurs, pas toutes, parce qu'il y a certaines douleurs où le toucher va majorer l'expression douloureuse. Dans certaines douleurs, le toucher peut avoir un effet bénéfique. Mais j'ai une approche très médicale et très technique, même un petit peu neurophysiologique. Voilà pour un début de réponse, en tout cas, pour vous. Une autre question? Patricia Thirion, vous vouliez amener une réponse complémentaire? Oui, en fait, j'aurais voulu faire part d'un témoignage d'une kinésithérapeute qui a développé plus spécifiquement ça en unité de soins palliatifs. Et j'allais presque dire qu'elle fait des miracles parce que, oui, bien sûr, il y a des moments où ça provoque de la douleur et donc il faut faire attention. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle réussit par le toucher, par le contact, à amener les proches à prendre soin de la personne jusqu'au dernier moment et donc à leur montrer comment les accompagner dans des gestes, parce que souvent on constate que les proches ont peur de toucher. On n'ose pas toucher. Voilà, ils n'osent plus peur toucher. De faire mal, peur de faire mal, parce que l'image du corps aussi est parfois dégradée et que c'est difficile. Et donc, par cette relation, en montrant comment faire, elle amène à la réconciliation entre le proche, le conjoint parfois, ou l'enfant, à retrouver par le toucher, le contact,
qui permet de dire un certain nombre de choses, notamment avant de partir. Et je crois que ça, c'est... ça peut remplacer la parole, vous voulez dire, parfois? Oui, ça remplace la parole quand il n'y a plus de communication. Ça permet de montrer sa présence aussi, que le proche est là et qu'il garde ce contact. Donc je crois que c'est très très important et je crois qu'il y a moyen de développer énormément de choses à ce niveau-là. Ce sont deux angles différents, deux réponses différentes, mais qui viennent se compléter vos réponses. Une autre question, si vous le souhaitez, voir un témoignage, parce que vous avez envie de nous raconter, de nous dire un peu comment vous vivez, par exemple, le bénévolat. Ben on continue, mais vous pourrez y revenir plus tard, il n'y a pas de problème. Professeur Serge Blanc, justement, puisqu'on est à l'accompagnement, il faut qu'on parle effectivement de la douleur que ressentent les malades, parce que là, on est dans le côté pratique de la chose. Comment on soulage un malade qui est en soins palliatifs ou qui est en passe d'aller en soins palliatifs, de rejoindre une unité? Alors, vous évoquez effectivement le problème de la douleur physique, mais également de la souffrance morale. J'avoue que quand j'entends les exposés de mes deux confrères, on ressent une importante sérénité et un sentiment de paix. Mais il faut bien avouer que dans le contexte de la fin de vie, c'est parfois loin d'être le cas pour différentes raisons, différents symptômes. Et parmi ces symptômes, bien sûr, la douleur occupe un rôle très important. Alors, comment traiter cette douleur? Tout d'abord, je voudrais faire passer un message. Contrairement à ce que peuvent dire certains médias, ce n'est pas facile. La douleur, c'est sûr, n'est pas une fatalité. Il faut essayer de la contrôler. Mais d'ici à faire croire que l'on est capable, avec les moyens techniques et humains dont on dispose, de contrôler toutes les douleurs, c'était peut-être un peu exagéré. Il faut être honnête. Je pense que le monde médical est honnête. De grands progrès ont été établis. Ces progrès se situent à plusieurs niveaux. D'abord, dans le domaine de l'évaluation. Je dis souvent aux étudiants, pour bien traiter, il faut tout d'abord bien comprendre. Et bien comprendre une douleur en fin de vie, ce n'est pas facile. D'abord, pour comprendre, il faut évaluer. Pour évaluer, il faut communiquer. Et est-ce que l'on communique facilement avec un patient en fin de vie? Mes collègues qui sont directement impliqués dans le soin palliatif le savent, c'est loin d'être le cas. Il y a souvent un défaut de communication. Le langage de la douleur n'existe pas. Il faut se baser sur le comportement dans différentes circonstances. Et cette évaluation comportementale de la douleur, je reviens un peu à ce qu'ils ont dit, est certainement le fait des médecins, mais c'est aussi le fait du personnel infirmier qui est beaucoup plus présent que le médecin au lit du malade. C'est aussi le fait des aides-soignantes et c'est, je dirais aussi, le fait des bénévoles. À plusieurs reprises, on sait que les bénévoles sont capables de dire au personnel médical, voire même au chef de service, « Écoutez, il ne va pas bien ». Il faut savoir écouter et ce que je viens de dire là illustre l'absolue pluridisciplinarité et pluriprofessionnalité dans l'approche de la douleur, notamment, pas seulement là d'ailleurs, mais notamment chez les patients en fin de vie. Alors il faut évaluer, mais après il faut rester très médical. Et je crois que ça reste très difficile. Il ne faut pas penser que les soins palliatifs, on se recule sur le plan médical, on est en retrait. Bien au contraire, il y a toute une médecine des soins palliatifs qui est extrêmement complexe et notamment traiter la douleur, ça suppose d'en connaître la cause. Et chez des patients en fin de vie, la cause n'est pas forcément celle que l'on croit. Vous voulez dire que ce n'est pas forcément la maladie? Ce n'est pas forcément la maladie, ça peut être la maladie, ça peut être le cancer évolutif, ça peut être une maladie neurodégénérative sévère, mais ça peut être aussi les traitements. Les traitements que l'on entreprend à l'heure actuelle, notamment dans le cancer et avec des succès considérables, peuvent être générateurs de douleurs, c'est ce qu'on dit des douleurs induites par les soins, et que ce soit le chirurgien, le radiothérapeute, le chimiothérapeute, toutes ces spécialités, malheureusement, peuvent entraîner des douleurs à long terme, qu'on appelle notamment des douleurs neurologiques, qui sont particulièrement difficiles à traiter. Donc il faut évaluer, il faut comprendre, et après il faut traiter. Et là, il y a un grand message, il ne faut pas croire que dans le domaine de la douleur chez les patients en fin de vie, tout se résume à un traitement à la carte, à un menu plutôt. On a une douleur, on a le traitement.
Il y a dans la gestion des traitements de la douleur une énorme subtilité sémiologique. Moi, je dis toujours, à chaque fois, c'est une situation qui est réinventée, qui doit être personnalisée, qui doit être adaptée au malade. Il faut replacer la douleur dans la maladie, donc rester très médical. Et puis, à un moment, notamment en fin de vie, il va falloir replacer cette douleur dans la biographie, dans l'histoire du malade. Et vous voyez là qu'on commence à établir un lien étroit et qui est majeur entre la douleur physique, organique, complexe, multifactorielle, et la douleur morale, la souffrance morale, qui est liée à la situation du malade, parfois même à un sentiment d'échec majeur, échec du malade, qui voit que malgré les traitements entrepris sur le plan curatif, ça ne va pas dans le bon sens, échec du personnel soignant, qui est parfois pour lequel il est difficile de cacher l'échec, et puis l'incertitude de l'avenir. Vous voyez, pendant longtemps, on disait les médecins, oh, ils s'occupent que de l'organique et c'est tout. Quel que soit le moment du traitement de la douleur, que ce soit chez l'enfant, la personne âgée, l'adulte sain, entre guillemets, ou la fin de vie, on doit prendre en charge systématiquement la douleur physique et la souffrance morale. Cette dichotomie qui a été très entretenue pendant des années n'existe plus. Et c'est l'intérêt d'une formation spécifique sur le thème de la douleur, bien sûr dans des pathologies, je dirais, bénignes dans le quotidien, mais également en fin de vie, pouvoir faire cette jonction, traiter la douleur physique par des moyens, et il y a beaucoup de moyens qu'il faut adapter, ce n'est pas facile du tout, contrairement à ce qui a pu être dit, mais traiter également la souffrance morale à l'aide du médecin, qui a son rôle à jouer, des infirmières, des psychologues cliniciens qui ont un rôle considérable à jouer en complément du médecin, des bénévoles, mais aussi du médecin de famille. On pense toujours que les soins palliatifs, c'est ce qui se passe en institution, en service de soins palliatifs, en unité de soins palliatifs, mais ça peut être aussi au domicile. Et la place du médecin de famille dans ce contexte-là est loin d'être facile. Pour lui, c'est une situation extrêmement complexe. Alors certains vont dire quoi complexe? Il connaît bien le malade qui meurt, ça a été son malade pendant des années, mais justement, il le connaît tellement qu'il arrive à un moment de la vie du malade où il va avoir du mal à gérer, tant sur le plan humain que sur le plan technique. Et c'est pour ça qu'il faut aider aussi nos confrères médecins généralistes dans cette approche globale, plurifactorielle, grâce à l'hospitalisation à domicile, grâce au réseau de soins palliatifs qui sont très développés dans la région Nord-Pas-de-Calais et grâce à des médecins spécialistes de la douleur. On se demande comment, vous parliez pratiquement de cas par cas, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, comment c'est réalisable, c'est tellement complexe et on ne peut pas avoir un médecin ou un soignant par malade. Enfin, je me pose cette question. Comment, sur le terrain, ça se réalise? Alors, c'est vrai, le message, vous le faites vraiment passer par vous-même, c'est complexe. Ce sont des situations difficiles pour le malade, difficiles pour le personnel soignant, très spécialisé, les médecins de soins palliatifs, mais aussi le médecin de famille. Et c'est pour cela que toutes les décisions, qu'elles soient thérapeutiques et éthiques, doivent être prises de plus en plus souvent de manière collégiale. Chacun a sa part de connaissance dans la prise en charge de la douleur. Certains seront plus lancés dans les aspects techniques liés à l'étiologie, à la cause de la douleur. D'autres seront plus lancés dans l'approche psychologique, comportementale, la souffrance, la fin de vie. Mais il ne faut pas les dissocier. Vous avez raison, c'est une équipe. Il faut éviter de dire « Oh, un tel s'occupera de ça, un tel s'occupera de ça ». C'est un ensemble. Et cet ensemble, je pense, je suis peut-être un peu naïf encore, est désormais possible grâce à l'enseignement. Il y a, durant ces 15 dernières années, 20 dernières années, eu un effort considérable concernant l'enseignement, d'abord de la douleur, puis des soins palliatifs. Et curieusement, ces deux enseignements sont homogènes. Ils sont basés sur la globalité des soins, globalité humaine, médicale, pluridisciplinaire, pluriprofessionnelle, en associant les psychologues, les infirmières, les aides-soignants, les bénévoles.
Et cela permet de créer un mouvement thérapeutique beaucoup plus développé qui doit surtout impliquer le médecin de famille. Le médecin de famille reste le pivot de la santé, et même en fin de vie, certains patients souhaitent mourir à leur domicile. Il faut que le médecin de famille soit largement impliqué dans les décisions, mais aussi aidé par des médecins spécialistes de soins palliatifs, de la douleur et des réseaux qui se créent de plus en plus au niveau régional. On va en parler d'ailleurs de certains réseaux. Ça veut dire que chacun ne reste plus dans sa case médicale ou psychologue, enfin a priori, en tout cas c'est vers ce qu'on entend. Ça veut dire donc que les futurs médecins, que les futures infirmières, que les futurs aides-soignants sont aussi formés dans ce sens-là et formés pour le soin palliatif parce que c'est une autre forme de comportement. Oui, c'est une formation qui concerne l'ensemble du personnel soignant et je dirais même les bénévoles parfois. C'est une formation qui doit être adaptée bien sûr à l'auditoire. Elle peut être plus ou moins complexe, mais l'aboutissement est le même, atténuer la douleur, améliorer la qualité de survie et sans omettre l'approche éthique. Et c'est pour ça, enfin, sur un plan strictement, enfin, au niveau médical, il y a maintenant, je crois, 8 ans ou 6 ans, s'est créé un diplôme d'études supérieures complémentaires, on appelle ça un DESC, médecine de la douleur, médecine palliative. Cela démontre que ces deux activités dans le domaine de la médecine, et je peux vous dire que c'est important, moi personnellement je suis chirurgien, ces deux activités sont essentielles dans la formation d'un médecin. Et c'est par ce biais-là qu'on peut former des jeunes médecins à l'accompagnement en fin de vie, mais également à l'approche des douleurs en fin de vie, à l'approche psychologique de la douleur. Ces médecins quittent leur discipline d'origine, oncologue, anesthésiste, neurologue, neurochirurgien, rééducateur, tout ce que vous voulez, pour devenir des médecins spécialistes de la douleur, apportant chacun leur dimension professionnelle personnelle à l'approche de la douleur, physique, morale, avec une forte connotation éthique et selon une approche vraiment très loin du cas par cas, travailler chacun dans son coin. On en est vraiment à des années-lumière. Et ça, c'est ce qui doit rassurer, je pense, tout à chacun, mais en étant quand même honnête. Malgré cela, on n'arrive pas à soulager toutes les douleurs. On console souvent, on soulage, on fait tout pour, mais ce n'est pas toujours une réussite assurée. On va vers le plus humain et le moins mécanique, si je peux caricaturer un peu, si vous vouliez compléter. Les deux sont liés. Hein. Il faut rester très technique, parce que la douleur, c'est de la technique, c'est de la neurophysiologie, de la neurobiochimie. Ce sont des produits qui permettent de et après, il faut l'englober d'une approche humaine. Professeur de Brocaire. Oui, je voudrais être tout à fait d'accord avec Serge, préciser, pour que ça soit clair pour tout le monde, en fait, que la philosophie globale, enfin, les objectifs, on va dire, les objectifs dans le domaine des soins palliatifs, c'est l'excellence, et à tous les niveaux. Alors, je m'explique. Ça veut dire qu'en fait, ce que l'on souhaite, c'est permettre aux soignants, médecins ou non médecins, d'avoir un bon niveau de formation dans le domaine de la douleur, d'avoir une bonne sensibilisation dans le domaine de ce qu'on appelle les soins palliatifs, c'est-à-dire ce qu'il faut encore faire et ce que nous pouvons encore faire auprès de quelqu'un dont nous n'arriverons pas à guérir la maladie, à le guérir de sa maladie. Et ça débute très tôt. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux dans cette sensibilisation ou cette formation. Ça démarre assez tôt dans les études médicales, avec des formations au cours du 2e cycle des études, des stages, de l'enseignement, où nous avons réussi à regrouper, parce qu'il y a une très bonne entente entre les enseignants de la douleur et les enseignants des soins palliatifs, des modules de formation où on a les deux composantes. Donc, je dirais que c'est de la formation générale. Le but de ça, c'est bien évidemment de permettre à tout médecin et à tout soignant d'être capable de s'engager
de soigner, d'apporter quelque chose auprès de toute personne en situation palliative, voire en situation de fin de vie. L'étape suivante, c'est aussi d'être conscient qu'on ne peut pas tout connaître dans tout. Il faut donc qu'il y ait des médecins qui soient un peu plus spécialisés. Et c'est là où nous avons réussi, dans le domaine de la médecine de la douleur et de la médecine palliative, à nous associer pour proposer aux étudiants en médecine un niveau de formation supérieur correspondant à un niveau de spécialisation. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que la prise en charge palliative est réservée aux spécialistes. Non, on est vraiment dans une logique de démarche palliative globale pour tous, de culture palliative, mais il faut à un certain moment, dans certaines situations difficiles ou délicates, faire appel à des personnes un peu plus compétentes. Pourquoi? C'est à la fois le volet de la formation, c'est à la fois le volet du soin, c'est aussi, y compris dans le domaine des soins palliatifs et de la douleur, le souci de développer une recherche, de développer une dynamique universitaire dans ce domaine. Vous voyez, donc on essaie de couvrir la globalité de la problématique, étant entendu que, à la fois pour la douleur et pour les soins palliatifs, nous ne sommes pas dans une spécialité d'organes, mais on est dans une dimension transversale de la prise en charge. Donc c'est un petit peu plus complexe. C'est plus complexe, ouais, bien sûr. C'est un petit peu plus complexe, voilà. Plus pointu. Docteur Delbecq, vous vouliez compléter. Alors, face à, ou avec, surtout avec mes amis universitaires, j'ajouterais que ce qui est intéressant, c'est de décloisonner, comme l'a dit Serge Blanc tout à l'heure, il fallait que la douleur, tout ça, ça va ensemble, mais aussi que soins palliatifs et soins curatifs, il faut arrêter cette séparation entre les deux. Il est clair qu'aujourd'hui, si on prend le cancer, qui est un peu en quelque sorte la maladie vedette, puisque malheureusement, ça touche de plus en plus de personnes en France et dans le monde, et surtout quand on prend de l'âge, mais c'est tout de suite. Et alors je vais citer les propos qui datent de plus d'une vingtaine d'années d'un certain monsieur Lucien Neuwirth. Vous connaissez monsieur Lucien Neuwirth? C'est un sénateur dont les couples ne peuvent que se féliciter de sa persévérance et de son engagement, puisque grâce à lui, la pilule est arrivée en France et qu'elle était remboursée au moins 7 ans après qu'elle soit admise. Donc, M. Lucien Neuwirth, qui vient de nous quitter au mois de novembre dernier, mérite toute notre reconnaissance et notre admiration. Mais il s'est aussi préoccupé, et là je rejoins notre ami Serge Blanc, c'est-à-dire qu'en 94, 95, la France était en dessous de tout. On était 40e en dessous de tout, point de vue de délivrance de la morphine. Aujourd'hui, maintenant, plus personne n'a peur de la morphine. Et je peux lui dire aussi que dans le rapport que je citais tout à l'heure, même dans les personnes très âgées, ils reçoivent au moins 50% des patients reçoivent des morphiniques. Donc, M. Lucien Neuwirth a introduit en 95 la douleur, et en 98, 99, il a récidivé sur les soins palliatifs, parce que les soins palliatifs, ça traînait, ça n'avançait pas, il n'y avait pas de loi, et donc il s'est, au niveau de la commission des affaires sénatoriales, il s'est impliqué. Alors voilà, alors il disait déjà, c'est toute une approche de la médecine qui doit être repensée au profit des malades les plus atteints. Et il ajoute, il faut que demain, tous les malades puissent bénéficier, dès l'annonce de leur maladie, d'une prise en charge adaptée et continue qui s'intégrera dans les traitements entrepris plus tôt qu'elle signifiera leur arrêt. Ça veut dire que les soins palliatifs, on le voit bien, lorsque démarre une situation où à la douleur éventuelle ou à la souffrance morale qui s'ajoute, il y a un accompagnement qui s'impose avec les traitements techniques qui s'imposent évidemment en premier chef, mais ce n'est pas facile à vivre, et donc
les soins palliatifs, ce n'est pas à la fin. Or aujourd'hui, Madame Thirion va en parler dans pas longtemps. Pas longtemps. C'est vraiment très tard. L'appel est très tard. Et je pense que ce qui est important, et les Canadiens l'ont compris il y a quelques décennies maintenant, c'est que quand arrive quelque chose qui brusquement modifie le trajet de votre trajectoire vitale, les projets, les vacances, les enfants, enfin, tout ce qui fait la vie, et puis la maladie, elle survient et tout change. Or, ce caractère inédit où on est complètement pris à contre-pied, comment on fait? Alors là, il y a besoin quand même d'une aide à l'organisation. Et donc, je pense que comme les soins curatifs, ils sont de plus en plus curatifs et en même temps palliatifs. Il n'est pas rare que, et ça, les universitaires nous étonnent toujours, les spécialistes, ils enlèvent un morceau de foie, ils traitent les métastases et la chimiothérapie. Avant, on mourait en 6 mois, maintenant, on meurt en 18 mois. Enfin, il y a une évolution, la maladie devient chronique. Je parle du cancer, mais bien sûr, il y en a d'autres, hélas, où on ne peut pas faire grand-chose. Donc, prise très tôt, ça permet d'une part une prise en charge complète, globale, pluridisciplinaire, comme ça vient d'être fortement réaffirmé, et en même temps continue où chaque fois, dans les étapes, chacun est informé, rassuré, réconforté et prend lui-même acteur de sa vie, acteur de sa vie malade. Donc voilà, donc les soins palliatifs, soins curatifs, soins palliatifs, il faut un peu gommer pour faire en sorte que c'est une maladie continue qui est grave et qui sera potentiellement mortelle, qui sera potentiellement vers une rémission, qui sera potentiellement vers la guérison. Donc toute maladie grave, ce n'est pas 3 jours avant la fin, c'est longtemps avant. J'espère que tout le monde le retiendra, cette précision. Merci. Avant justement de s'adresser à Patricia Thirion, qui est directrice du réseau de santé à ma vie, que vous connaissez bien aussi, docteur Henri Delbecq, on va prendre les questions du public concernant ce qui a été dit, particulièrement effectivement sur la douleur, l'accompagnement, les questions que vous pourriez vous poser et auxquelles nos invités répondront bien évidemment. Donc il suffit que vous vous manifestiez un petit peu en vous mettant debout, par exemple. Là, question, on va vous amener un micro tout de suite. Allez-y, on vous écoute. Alors j'aimerais savoir, parce que vous dites qu'il y a beaucoup de professionnels qui interviennent auprès du patient, et j'aimerais savoir si tout le personnel connaît bien la vie du patient pour pouvoir mieux le soigner justement. L'histoire de sa vie. L'histoire de sa vie pour pouvoir mieux le soigner en fait. Je ne pense pas, c'est une sommation d'informations d'origine différente. Ça dépend aussi du temps passé avec le personnel, avec le patient. Je crois qu'en fait, il faut globaliser. Chacun connaît du patient une partie de son histoire. À l'hôpital, l'histoire médicale, c'est sûr, médico-chirurgicale, avec ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé. Mais quand on veut rentrer dans la globalité du patient, l'histoire de sa biographie, son histoire personnelle, là, c'est beaucoup plus difficile. Alors, à l'hôpital, on dispose de l'aide de psychologues cliniciens qui s'entretiennent, quand c'est possible, avec le patient, mais aussi avec sa famille, très important, sa famille. Et puis, on a aussi ce lien absolument indispensable à maintenir avec le médecin de famille. Je l'ai dit, c'est le pivot de la santé publique en France. C'est une ressource considérable d'informations et les médecins de famille aiment s'impliquer dans cette approche. Ce serait extrêmement dangereux de les éloigner. Je crois que dans les unités de soins palliatifs, les médecins de famille sont présents ou peuvent être présents. Nous, dans nos structures douleur, on a des contacts très étroits avec les médecins de famille, nous permettant d'apprendre certaines choses, parfois sur le plan physique, mais également sur le plan psychologique et biographique, permettant d'aider à une approche thérapeutique. Et vous n'avez pas recours à des projets personnalisés d'accompagnement ou quoi que ce soit? Je vais laisser les spécialistes. Par définition, d'abord, je crois que le médecin
la loi HPST dit bien que maintenant, on met l'accent sur le médecin traitant. Pivot, orienteur, conseilleur, confident. Je pense que je cite souvent les propos d'un de mes amis interdistes comme moi, Pierre Gallois, qui disait bon, la médecine hospitalière, c'est une médecine de l'instant, et ô combien précieux, et la médecine générale, c'est une médecine de la durée. Et je pense que celui qui, comme l'infirmière libérale, comme le kiné qui rentre, qui est invité à rentrer dans le domicile, il a, parfois sur des générations successives, un contact privilégié. Hein, c'est mon médecin. Il me connaît. Il y a toute cette approche personnalisée dont vous parliez. Justement, j'espère que nous répondons à votre question. Connaître l'histoire personnelle, on ne connaît pas, bien sûr, on ne connaît pas, même intimement, on ne connaît pas. Mais cela dit, il y a quand même une approche dans l'environnement qui renseigne et qui apporte des solutions. Professeur de Brocaire. Oui, vous faites allusion au fameux PPS, les programmes personnalisés de soins ou projets personnalisés de soins. On peut utiliser les deux termes. Ce qui veut dire ça veut dire que quand on élabore une stratégie de prise en charge pour un patient, on va analyser avec lui ou avec ses proches ce que l'on souhaite faire. Alors ça se fait dans le domaine de la gériatrie, ça se fait dans les structures à domicile, Patricia va nous en parler, on peut très bien le faire dans le domaine des soins palliatifs. Tout dépend des situations. Il y a des situations où on a le temps de le faire, il y a des situations urgentes où il faut d'abord s'occuper de la prise en charge de symptômes particulièrement gênants, dont les symptômes douloureux, et c'est peut-être après qu'on fera un travail. Voilà, donc d'où l'importance de ce que disait le docteur Delbecq. Henri disait, voilà, il ne faut pas que ça soit trop tard. Curatif, palliatif, voilà. Hein, cette Alors, notion que voilà. vous abordiez il y a quelques instants. Il ne faut pas non plus être extrémiste en disant il faut parler très très tôt du palliatif. On ne sait jamais comment va évoluer une maladie dans certains cas. Il y a des situations où on le sait très bien, avec tous les marqueurs tumoraux par exemple, on sait très bien quel sera le pronostic du patient. Donc effectivement, il y a un travail à faire en amont, mais on peut très bien élaborer, et ça se fait dans certains cas, ça ne se fait pas de manière systématique, mais ça se fait chaque fois que ça peut se faire, ça se fait. On peut faire des PPS. Voilà. Merci pour cette question. D'autres questions, si vous le souhaitez, allez-y. Manifestez-vous, n'hésitez pas vraiment à poser une question qui vous vient à l'esprit. Ne restez pas sur une inconnue ou une insatisfaction. Allez-y. Bonsoir. Donc je suis un exemple concret. Je suis infirmière libérale. Je suis confrontée au quotidien aux problèmes de la douleur, de l'exclusion physique et autres, mentale. Donc ma question est concrète. C'est le médecin traitant qui doit se rapprocher des associations ou c'est à moi de le faire? Parce que je me trouve des fois face à des médecins traitants un peu démunis. Voilà. Ben voilà, Patricia, vous allez pouvoir prendre la main puisque vous êtes directrice du réseau de santé à ma vie. On va revenir après sur ce qu'est le réseau, si vous voulez bien répondre à cette dame. Oui, en fait, oui, le médecin traitant et le médecin pivot, comme disait le professeur Blond, et donc le coordonnateur de la prise en charge et de l'accompagnement de son patient. Alors, lui peut faire appel aux associations quand il les connaît ou au réseau de santé, mais vous aussi, bien sûr. Vous êtes tous des professionnels qui accompagnent le patient, vous êtes au quotidien près de lui, donc c'est vous qui voyez ce qui lui conviendrait le mieux et qui pouvez le lui proposer. Vous êtes en première ligne pour ça. Donc oui, évidemment. Merci pour cette réponse. Patricia, on va vous faire parler un peu. Directrice du réseau de santé à ma vie, alors vous allez nous expliquer un peu quel est ce réseau. Le docteur Henri Delbecq pourra en parler aussi, parce que je pense que vous êtes un petit peu à l'origine, si j'ai bien compris, de ce réseau, n'est-ce pas? Et en quoi ça consiste? Comment on procède? Oui, alors je pense qu'il est important de comprendre ce que c'est la notion de réseau de santé, parce que c'est quelque chose qui veut tout dire et qui veut rien dire. On est entouré de réseaux autour de nous, et donc un réseau de santé, qu'est-ce que ça peut être? Alors je vous invite à faire peut-être un petit détour par l'histoire. Retourner un peu dans les années 80, où effectivement, on en a touché un petit mot tout à l'heure, la médecine était très, j'allais dire,
autour des organes, hein, très cloisonnés, très techniques, dans la recherche de nouvelles méthodes diagnostiques et de nouvelles méthodes thérapeutiques. Et donc aussi très hospitalo-centré. Beaucoup de choses se passent à l'hôpital. Et quand on est malade, on va à l'hôpital. C'est encore un réflexe qu'on a maintenant. Et puis est apparu un élément un peu perturbateur qui était le virus du sida. Et qui a mis un peu tout le monde très à mal, avec des professionnels, des médecins généralistes, des infirmiers, des spécialistes, qui se sont trouvés très démunis et très impuissants devant un virus qu'ils ne pouvaient pas traiter, et face à des malades qui mouraient très rapidement. Et donc, ils ont aussi vécu un grand sentiment d'isolement. Et ils ont pris conscience que notre système de santé était extrêmement, non seulement cloisonné, mais qu'il y avait aussi beaucoup de problèmes, de discontinuité entre ce qui se passe à l'hôpital et ce qui se passe à la maison. Ils se sont rendus compte aussi que les patients rencontraient des problèmes multiples, dont ils n'avaient pas conscience, et ils se sont rendus compte qu'ils, s'ils voulaient accompagner leurs patients correctement, eh bien peut-être qu'il fallait qu'ils élargissent leur vision, qu'ils ne regardent pas uniquement la maladie ou le virus, mais qu'ils prennent aussi en considération tous les éléments qui faisaient partie de la vie du patient. Et ils se sont rendus compte que pour avoir cette possibilité de prise en charge globale, il fallait qu'ils travaillent ensemble et qu'ils coopèrent. Et là, on revient à la pluridisciplinarité qu'on a déjà évoquée dans les soins palliatifs. Il fallait qu'ils aient cette pluridisciplinarité, les compétences infirmières, mais aussi les compétences des assistants sociaux, les compétences de non seulement le sanitaire, mais aussi le médico-social et le social. Et donc, ils ont inventé quelque chose de nouveau, qui est ce fameux travail en réseau. Donc en fait, un réseau de santé, c'est quoi? Ce sont des professionnels du domicile, de l'hôpital, de structures, d'associations qui décident de travailler ensemble pour le plus grand bénéfice du parcours de santé du patient. Par contre, ces professionnels, au domicile, il y a des infirmières libérales dans la salle, on est chacun très isolé, on est très seul. On va au domicile, on fait son soin et puis on va vers un autre patient pour faire un autre soin. Et donc, comment faire pour travailler ensemble quand on est chacun de son côté? Et donc, parallèlement à ça, les pouvoirs publics s'étaient penchés un petit peu sur la nécessité de décloisonner, de réguler ce système de santé. Ils ont été voir, comme toujours, un peu ailleurs ce qui se passait. Ils ont trouvé des modèles aussi de travail en réseau et ils se sont dit que ça pouvait être une expérience intéressante. Ces professionnels de santé qui désiraient travailler en réseau avaient besoin d'un petit coup de main logistique. Et donc, ils ont souhaité à un certain moment avoir une secrétaire médicale ou quelqu'un qui les aidait un peu à coordonner la prise en charge. Et les pouvoirs publics, parallèlement, s'étaient intéressés au phénomène, se sont dit qu'il y avait peut-être là le moyen de rendre le système de santé plus performant, parce qu'en faisant travailler les gens ensemble, on allait pouvoir plus optimiser tout l'existant, toutes les ressources qui existaient déjà. Et donc, ils ont répondu à ces professionnels de santé en leur donnant des financements sur appel à projet, bien sûr, comme toujours, mais qui leur ont permis d'engager des gens qui allaient les aider à mettre en œuvre ce travail d'équipe pluridisciplinaire et les aider à mieux accompagner leurs patients. Et c'est comme ça que les réseaux de santé sont nés. Il faut savoir que la première définition, la première vraie reconnaissance des réseaux de santé, elle a eu lieu dans la loi du droit des malades, du 4 mars 2002. Donc, c'est pas anodin. C'est vraiment donner aux patients une place, à nouveau, une place centrale. Et ces professionnels qui ont réalisé qu'il fallait travailler ensemble ont vraiment remis au centre de la prise en charge la personne malade, pour ne plus la considérer comme la maladie, mais bien comme une personne. Et donc, ils ont eu à leur disposition la possibilité d'engager
des personnes qui les aidaient et qu'on appelle aujourd'hui l'équipe d'appui à la coordination. Ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que les professionnels qui sont engagés font de l'appui aux professionnels qui prennent en charge le malade et qui font le soin, qui l'accompagnent dans son parcours. Par contre, l'équipe d'appui, elle, ne fait pas de soins et ne se substitue en aucun cas aux professionnels de terrain. Donc je pense que ce que je voulais dire, c'est qu'il faut bien faire la distinction entre le réseau de santé qui est constitué des professionnels du domicile, de l'hôpital, et qui ont un engagement vis-à-vis du patient en disant « nous, on veut vraiment travailler ensemble et on veut aussi remettre le patient au centre de la prise en charge, on veut l'écouter, on veut qu'il ait l'information, on veut qu'il consente ». On oublie souvent de demander, on en a parlé tout à l'heure, l'avis du patient, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, il faut lui demander son avis et son consentement. Donc voilà, les équipes d'appui que nous sommes, en fait les 11 réseaux de santé qui sont sur notre région Nord-Pas-de-Calais, disposent chacune d'une équipe d'appui. Alors dans l'équipe d'appui, on va trouver qui? On va trouver un médecin coordonnateur qui, lui, ne dispensera pas de soins non plus, mais qui va faire le lien, justement. Ce médecin traitant qui est si important, qui est le pivot, qui est le coordinateur, il a un nombre incalculable de patients, surtout dans cette période où on est dans une démographie médicale en baisse importante. Donc, ils sont dans leurs consultations. Parfois, ils n'arrivent plus à faire des visites à domicile. Comment est-ce qu'ils vont faire pour bien accompagner le patient ? Donc l'idéal, évidemment, c'est qu'ils aient recours à cette équipe d'appui que nous sommes en leur disant, voilà, là, j'ai une personne atteinte d'une maladie grave, je suis un peu débordée, il faut le reconnaître, un peu impuissant par rapport à certaines choses. J'ai conscience que j'ai besoin des autres pour qu'on travaille ensemble. Donc, donnez-moi votre appui pour qu'on puisse accompagner le patient. Vous donnez un exemple justement de la façon dont on peut vous solliciter. Ça peut être du personnel médical, mais est-ce que ça peut être aussi le patient ou la famille du patient? Absolument. Et c'est une façon, et vous me le disiez quand on a préparé ce rendez-vous, de ne passer qu'un seul coup de fil, parce qu'à ce moment-là, on est débordé, on a autre chose à faire, on est malade ou on est un proche du malade, et ensuite c'est vous qui mettez en place la coordination. Oui, voilà. En fait, le professionnel, ça peut être quelqu'un d'un service de soins à domicile ou d'un service d'aide à domicile, une auxiliaire de vie sociale, ou voilà, peut nous interpeller. Ou une infirmière. Ou une infirmière, un médecin. On est aussi interpellé au niveau de l'hôpital. Quand un patient est gravement malade et qu'il souhaite rentrer chez lui, l'hôpital peut nous appeler pour qu'on fasse une évaluation et qu'on accompagne le retour pour qu'il y ait une continuité en fait entre l'hôpital et la maison. Donc tout le monde peut faire appel à nous. Maintenant, il y a des conditions. Il faut que le patient soit d'accord. C'est la première, c'est la priorité, c'est la première des choses. C'est le consentement du patient au cœur de notre intervention. C'est donc qu'il accepte, s'il est à la maison par exemple, une intrusion dans son intimité, dans son domicile. On va chez lui. Et donc, on va lui proposer de faire un petit peu le point ensemble sur sa situation. Alors, l'idéal, c'est que le médecin traitant soit là, que l'infirmière libérale soit là, si le patient veut bien. Et on organise ce qu'on appelle une concertation ou une réunion de synthèse au domicile du patient. Alors parfois on est 2 ou 3, parfois on est 7, 8, parce qu'aussi dans les situations complexes, on peut se retrouver face à une multitude d'intervenants. Et donc notre rôle en tant qu'équipe d'appui, c'est aussi de faire du lien entre tous ces intervenants et leur permettre de former une équipe. Donc on va essayer de les réunir au domicile du patient ou au cabinet du médecin si le patient est en difficulté. Mais l'idée de les réunir au domicile, c'est justement de permettre au patient et à sa famille d'exprimer leurs désirs, leurs difficultés, leurs besoins. Et donc on fait un peu un état des lieux. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Quelles sont leurs difficultés? Qu'est-ce qui est déjà en place? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Notre rôle aussi, ce sera d'être, nous, très informés sur tout ce qui existe sur nos territoires, puisqu'on a des territoires d'intervention spécifiques. Donc on doit bien connaître les acteurs de notre territoire et on va pouvoir informer le patient, sa famille, de ce qui existe et de la façon dont ça fonctionne. Qu'est-ce que ça va lui apporter, à quel moment? Après, c'est le patient et sa famille qui décideront s'ils prennent ou s'ils ne prennent pas.
Souvent, quand on parle de l'intervention de notre équipe, les patients disent « Ah non, on ne veut pas être envahi à la maison. » On n'envahit pas. On va être, si le patient veut nous voir seul, on va y aller seul. On va faire le point avec nous et c'est lui qui nous dira ce qu'il accepte de prendre ou de ne pas prendre dans ce qu'on propose. Et puis ensuite, quand les professionnels se seront concertés, que le patient nous aura dit ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas, sa famille aussi, on va ensemble formaliser le tout dans un plan personnalisé de santé, pas de soins, de santé. Donc on l'appelle aussi le PPS, il y a un petit peu des plans dans tous les sens. Le plan personnalisé de santé, c'est un document dans lequel on va reprendre les risques qui sont liés à la maladie. Qu'est-ce qui peut se passer au niveau des soins? Est-ce qu'il risque d'y avoir de la douleur? Est-ce qu'il y a des symptômes pénibles, respiratoires? Est-ce qu'il y a des problèmes alimentaires? Voilà, faire un petit peu le point de cette situation. On va aussi reprendre les aspects environnementaux. Est-ce qu'il y a besoin d'une aide humaine, par exemple? Est-ce que le malade a besoin d'une aide à la toilette ou est-ce que c'est la famille qui veut continuer à s'en charger, en veillant aussi à l'épuisement des familles, hein. Donc le rôle de notre équipe, ça va aussi d'être veiller à ce que la famille ne s'épuise pas. On va envisager les aspects d'aide humaine, une aide ménagère, une auxiliaire de vie sociale, l'infirmière libérale qui vient faire ses soins, etc. Et on va aussi envisager le matériel. Quel type de matériel il faut, le matériel le plus adapté possible. On peut faire des essais. Je me souviens qu'on a déjà été avec des prestataires au domicile pour faire des essais de coussins de confort, par exemple, comment installer la personne dans le lit. Et puis, on va aussi travailler le volet social, parce que bien, quand on est gravement malade, on perd son travail. On est en incapacité de travail ou en incapacité permanente. L'épouse, le conjoint, la famille, parfois, souhaitent accompagner le malade et donc souhaitent être disponible, donc rester au domicile. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc notre rôle, c'est aussi d'informer sur ce qui existe au niveau des accès aux droits sociaux et éventuellement de mettre en relation avec une assistante sociale. Puisque il y a un aspect financier qui n'est pas négligeable. Voilà, il y a des aspects financiers qui interviennent. Donc dans ce plan personnalisé de santé, on va retrouver les aspects soins, traitements, les aspects aide humaine, matériels, sociaux, financiers, etc. Et puis aussi une partie qui concerne le projet de vie direct. Qu'est-ce que le malade souhaite? Est-ce qu'il veut rester à la maison? Est-ce qu'il accepte d'être hospitalisé? Est-ce qu'il veut décéder à la maison ou est-ce qu'il préfère que ça se passe dans une unité de soins palliatifs spécialisés ou est-ce qu'il préfère aller à l'hôpital parmi les soignants qu'il connaît dans un lit identifié, par exemple? Voilà, tout ça, c'est envisagé. Alors, c'est un peu en raccourci. L'idée, c'est aussi que l'équipe en concertation avec les soignants du domicile, va essayer de cheminer aussi, va accompagner le patient sur le long terme dans la mesure du possible. Et le docteur Delbecq disait tout à l'heure, on nous appelle trop tard. C'est vrai que si on nous appelle trop tard, on ne peut pas anticiper les difficultés. Pour prévenir l'épuisement des familles, il faut qu'on puisse travailler en amont. Il faut qu'on accompagne les familles, qu'on les soutienne, qu'on les informe, qu'on les oriente vers les bonnes ressources du territoire. Il faut aussi parfois les accompagner dans le cheminement par rapport à l'acceptation de la maladie, le fait de vivre avec cette maladie et de pouvoir aussi dialoguer avec le malade. Donc il y a aussi tout un soutien. C'est pour ça que dans les équipes d'appui, il y a des psychologues aussi. J'ai parlé du médecin coordonnateur. Nous avons ce qu'on appelle des coordinateurs d'appui, qui sont en général infirmiers, mais il y a aussi des travailleurs sociaux qui sont coordinateurs d'appui. Et puis, dans les équipes, il y a un psychologue. Est-ce que d'après ce que vous expliquez, là, je me pose cette question, est-ce qu'il y a suffisamment de réseaux et de personnel dans ces réseaux pour pouvoir répondre à toutes les attentes? Alors, malheureusement, la région n'est pas couverte entièrement. Il y a un peu plus d'une centaine de réseaux soins palliatifs sur la France, ce qui est très peu. Donc toutes les zones ne sont pas couvertes par des équipes d'appui à la coordination et par des réseaux. Par contre, il y a d'autres
d'autres modes de prise en charge, comme par exemple les équipes mobiles soins palliatifs, qui sont en principe intra-hospitalières, mais qui, depuis le dernier plan de développement des soins palliatifs, ont aussi la possibilité de sortir quand il n'y a pas de réseau et d'aller aussi dans des institutions. En fait, les équipes d'appui à la coordination peuvent aller partout, c'est-à-dire partout où se trouve le patient. Le coordonnateur d'appui va devenir un peu le référent du patient. Quand il y a un petit problème, qu'il soit médical, qu'il soit financier, qu'il soit besoin d'aide en supplément, etc., il peut appeler un numéro de téléphone, un numéro de portable. Et le coordinateur d'appui est en général le plus disponible possible. Alors, on n'est pas financé malheureusement dans notre région pour faire des astreintes et pour être 24 heures sur 24, mais les personnes qui travaillent comme coordinateurs d'appui sont aussi en général très disponibles et donc s'organisent pour qu'il y ait une réponse pour le patient à tout moment, je vais dire. Pas le week-end, mais le fait d'anticiper va permettre aussi de prévoir. Voilà. Par exemple, qui on peut appeler si c'est le week-end ou la nuit. Si la famille s'épuise, on peut organiser ce qu'on appelle des séjours de répit. C'est-à-dire qu'on travaille avec les unités de soins palliatifs, mais aussi avec les services des hôpitaux qui accueillent habituellement les patients, et on va les appeler pour essayer d'organiser ce qu'on appelle une hospitalisation programmée. S'il y a un symptôme, on va essayer de la programmer pour qu'il ne passe pas aux urgences, par exemple. C'est une grande mission de nos équipes, c'est d'éviter que des patients gravement malades se retrouvent dans des services d'urgence où ils vont passer des heures entières à attendre qu'on puisse les prendre en charge. Rien à faire. Voilà. Donc on essaye de programmer dans la mesure du possible les hospitalisations, et on a aussi des hospitalisations qui sont plutôt à viser de laisser la famille souffler ou les proches souffler. En prenant en accompagnement le patient, en accompagnant le patient dans un service pendant 10 jours, 15 jours, 3 semaines, en fonction des nécessités. C'est un aspect qui est très important, les proches aussi. Justement, je pense que psychologiquement, on parlait de douleurs physiques et psychiques, vous en parliez tout à l'heure, professeur Blond. C'est vrai qu'on pense aussi aux proches qui sont dans une autre souffrance. Ce n'est pas une souffrance physique a priori, mais une autre souffrance. Alors comment on peut leur venir en aide? Voilà une proposition. Entre autres, docteur Delbecq, vous vouliez amener... Patricia Thirion a dit tout sur cet aspect. Je pense que sur les aidants familiaux, aujourd'hui, il y a tout un mouvement qui est soutenu, notamment par des associations, par Novartis et d'autres. Il y a l'idée qui a été développée bien par Patricia, c'est que les aidants sont des accompagnants, j'allais dire 24 heures sur 24 et toute l'année. Et donc, dans des maladies chroniques difficiles, comme par exemple l'Alzheimer ou une maladie avec un accident cérébral, enfin bon, des maladies chroniques longues et pénibles, les aidants ont besoin effectivement d'être soutenus et organisés. Donc c'est le but un petit peu de cette nouvelle façon d'agir de la politique. En domaine des aidants, parce qu'il faut savoir qu'ils souffrent, mais aussi ils peuvent décéder avant que la personne soit accompagnée. Donc les aidants, c'est vraiment, ça s'appelle la proximologie, leur apprendre, d'abord les informer, les soutenir, prévoir ce qui commence à craquer, parce que ce qui arrive souvent, c'est l'épuisement. Alors je voudrais arriver à cette chose importante, c'est le recours à l'hôpital. Il n'est pas souvent et pas assez anticipé. Trop de malades en soins palliatifs chroniques arrivent aux urgences. C'est une inflation, c'est par millions et c'est pas fini. D'une part parce qu'il n'y a pas eu d'anticipation, parce qu'il y a eu de l'épuisement des familles, parce qu'il y a aussi le phénomène classique, devenu classique, il faut tout de suite. Et puis l'angoisse peut-être aussi d'une famille autour qui dit qu'il faut que j'y aille d'urgence. Donc là, il y a vraiment un besoin de dire attention, quand ça ne va pas bien, voyez d'abord le médecin traitant avant d'arriver le vendredi soir, où on appelle vraiment
l'hôpital. Et je voudrais rajouter, pour achever un petit peu ce que j'avais à dire, c'est que la politique des gouvernements successifs, ça a été en quelque sorte d'organiser l'intégration des soins palliatifs dans les pratiques. C'est-à-dire qu'il y a eu, pendant les premiers temps, dans les années, comme rappelait Didier de Broekher tout à l'heure, dans les années 80, 90, on a commencé à créer des unités de soins palliatifs, des unités hospitalières. Mais très vite, dès qu'il y a eu la loi qui donnait le droit à l'accès aux soins palliatifs et à l'accompagnement, on a créé des équipes mobiles. Ces équipes mobiles, comme pour les réseaux, sont à l'intérieur des hôpitaux en capacité d'aider les équipes qui sont en difficulté, qui apportent des conseils et des formations. Donc on a en quelque sorte des équipes mobiles hospitalières, des équipes mobiles de type réseau qui vont au domicile. Et donc je crois que cette intégration ne s'est pas limitée à l'hôpital, plus tardivement vers le domicile. Et aujourd'hui, le domicile, grâce au réseau en particulier, on arrive à faire, je crois que les résultats de ma vie sont importants, vous allez peut-être le dire, au point de vue maintien à domicile et éviter les urgences. Peut-être en dire un mot ? Patricia, vous vouliez ajouter quelque chose aussi ? Oui, en fait, moi, je voulais revenir un peu sur le soutien aux aidants et puis le soutien aux malades aussi, aux proches. Il y a dans les équipes des psychologues qui, contrairement aux coordinateurs d'appui, je ne vais pas dire qu'ils se substituent, mais eux font une intervention directe auprès du malade et auprès de sa famille, c'est-à-dire qu'ils peuvent apporter des entretiens psychologiques individuels, soit pour le malade, soit pour sa famille, soit pour les deux. Et ça me semble vraiment important. Ils ont un rôle essentiel. Il en existe dans les hôpitaux, mais il n'en existe pas au domicile. Alors, il y a quelques psychologues libérales qui acceptent de rentrer, mais souvent, il n'y en a pas, ou qui ne souhaitent pas, ou qui ne sont pas formés. Donc, je pense que c'est une ressource très, très importante pour les proches et qui n'est peut-être pas suffisamment valorisée. Ça rejoint une question, si je peux me permettre. On a reçu des questions au moment de l'inscription. Est-ce qu'on a des outils d'évaluation de la fatigue et du stress des familles qui soutiennent un proche, justement ? Comment ça s'estime ? Et ça rejoint peut-être un peu ce que vous disiez avec les psychologues. Je pense que c'est souvent un travail d'équipe. D'abord, c'est la relation avec la famille. Dans le dialogue qu'on peut avoir avec elle, dans le suivi qu'on propose, parce que j'ai parlé du plan personnalisé de santé, mais après on le met en place et on propose un suivi. Et donc on va revoir la famille, on va revoir le patient. Donc la famille a un interlocuteur, on apporte du soutien, pas psychologique quand on est coordinateur de parcours santé, mais c'est quand même un soutien parce qu'il y a une écoute, il y a une réponse, il y a une orientation. Et donc au travers de tous ces dires, le professeur Blond expliquait tout à l'heure, il faut connaître la personne, il faut connaître la vie de la personne, ce qu'elle souhaite, etc. Et l'intérêt de ce suivi par les coordinateurs, c'est aussi ça, c'est de pouvoir entendre quels sont les souhaits, les angoisses, les difficultés, et de pouvoir les accompagner dans ce cheminement. Des questions, si vous souhaitez. Une question là. Si on veut bien amener un micro au monsieur qui se trouve là. Je veux bien que vous vous leviez, comme ça on vous repère bien, pour qu'on puisse vous donner des micros. N'hésitez pas. Allez-y. Allez-y, monsieur. Bonjour. 3 petites questions à Patricia. Première question, est-ce qu'il est nécessaire, pour que le réseau se mette en place, que le médecin de famille et l'infirmière soient d'accord pour que le réseau se mette en place avec des personnes non d'accord avec le réseau? Deuxième question, je pose une question un peu financière, parce que les gens pourraient se poser des questions. Il y a beaucoup de moyens, là, mais la famille, est-ce qu'elle doit payer des choses? Et si elle doit payer, comment ça se passe pour le paiement des prestations supplémentaires? Et puis peut-être une troisième question,
je connais bien Patricia, c'est pour ça que je lui pose, est-ce que le bénévole accompagnant a sa place dans le réseau? Puisque je n'ai pas entendu parler de bénévole accompagnant. Patricia, 3 questions. 3 questions. Alors, oui, le médecin traitant doit toujours donner son accord. C'est-à-dire qu'on ne va jamais intervenir auprès d'un malade si son médecin généraliste n'est pas d'accord. Mais en général... Il est d'accord. Oui, en général, on n'a pas de souci avec ça. Notre médecin coordonnateur l'appelle, lui explique, si c'est par exemple l'entourage qui nous a appelés, il explique que l'entourage est en difficulté, que le malade, est-ce que le médecin traitant n'avait peut-être pas perçu tout de suite, ou qu'il avait perçu mais qu'il n'a pas forcément pris en compte tout de suite dans la multitude de patients qu'il rencontre, eh bien voilà, on l'interpelle et on lui dit cette famille est en difficulté, ce patient souhaite qu'on fasse une évaluation, est-ce que vous êtes d'accord avec notre intervention? En général, on n'a pas de souci de ce côté-là, et de plus en plus maintenant, certains nous appellent directement. Donc à ce moment-là, ils nous demandent aussi de plus en plus de nous accompagner au domicile. Si vous y allez, j'aimerais être avec vous, ce qui est exactement ce qu'on essaye d'avoir. Donc, c'est très bien. Donc, on travaille toujours en collaboration avec lui parce que ce sont les professionnels du domicile qui prennent en charge le patient, c'est pas nous. J'ai oublié de dire tout à l'heure que si on a un médecin coordonnateur et si on a des coordinateurs parcours santé infirmiers, c'est parce qu'il faut aussi qu'on puisse apporter aux professionnels du domicile des conseils et une certaine forme d'expertise. Parfois, les médecins généralistes sont en difficulté avec la douleur, par exemple. Ils ne connaissent pas tout. Et c'est tout à fait normal, il n'y a pas de honte à ça, c'est pas pour ça qu'ils sont des mauvais médecins, mais parfois les situations, comme disait le professeur Blanc, sont tellement complexes et sont tellement multifactorielles qu'il faut qu'on discute ensemble pour pouvoir trouver la bonne solution et pour pouvoir trouver des solutions. Donc on a aussi toute cette partie conseil et expertise qui sont données aux malades. Et donc, on fait donc aussi si je peux me de la permettre, formation. Oui. Alors, parce qu'il y a 3 questions. Hein. Deuxième question. Combien ça coûte? Les aspects financiers. Alors combien ça coûte? Je n'ai pas de réponse à ça. C'est individuel et patient par patient. C'est sûr que cela a un coût. Les aides à domicile, il faut les payer. Les toilettes, si elles ne sont pas prises en charge, soit par l'infirmière libérale ou par un service de soins infirmiers à domicile, c'est une auxiliaire de vie sociale qui va les faire et il faudra payer sa prestation, c'est clair. Donc c'est un coût, c'est pas gratuit. Mais par contre, nos interventions, elles, par contre, sont financées par l'assurance maladie. Donc, elles ont un coût, mais qui n'est pas supporté par le patient. Notre psychologue intervient, ça n'a pas de coût non plus. Par contre, on a aussi un dispositif qui permet d'envisager de mettre en place des aides qui seront prises en charge sur un dispositif extra-légal. Donc, ce n'est pas un accès au droit habituel, c'est quelque chose de particulier qui a été mis en place pour permettre aux personnes de rester à domicile si elles le souhaitaient. Et c'est un fonds financier auquel nous pouvons faire appel, mais uniquement dans les phases terminales, c'est-à-dire déjà assez loin dans la maladie et avec un patient qui voudrait vraiment rester à la maison parmi ses proches. Il est aussi plafonné parce qu'il y a des plafonds de ressources, mais qui sont plus élevés que la moyenne. Donc, en général, on arrive à aider les personnes, quasi tout le monde, je vais dire. Ça, c'est pour l'hôpital. Pardon. Allez-y, prenez votre micro. Allez-y. Venez compléter l'information. Oui, il y a aussi pour les très proches d'un malade qui le maintiennent à domicile, il y a le congé d'accompagnement qui est limité dans le temps, c'est-à-dire c'est 21 jours et c'est 53 € ou 50 c'est ça, oui. par jour pendant 21 jours pour permettre à quelqu'un, par exemple, de sortir, enfin un proche de la famille, de rester avec la personne gravement malade. Donc là, c'est une disposition toute récente qui a été votée, si ma mémoire est bonne, l'année dernière, ou il y a 2 ans, et qui faisait partie des projets du plan
du plan soins palliatifs élaboré quelques années avant. Ça a mis un certain temps pour trouver le financement, mais finalement, ça existe maintenant. Donc, c'est encore un petit plus. Bien sûr. Et ce dont vous parliez, vous, c'est en particulier pour les soins palliatifs à domicile. Parce qu'effectivement, si on est dans une structure, on ne rentre pas dans... Non, on n'a pas besoin. On n'en a pas besoin, puisque la structure prend... Ceci dit, sans aucun jugement de valeur, alors, simplement pour... Il y a quand même une très grande injustice qu'il faut signaler sur la mise en place de ce fonds, c'est que ne peuvent y avoir accès que les personnes qui dépendent du régime général de la sécurité sociale. Et pas les artisans, vous voulez voilà, dire, exactement. pas les commerçants. Donc, parce que simplement les caisses d'assurance maladie n'ont pas toutes les mêmes dispositifs. Et donc, si on a la malchance d'être... et c'est quelque chose que les équipes de réseau essayent de faire remonter depuis très très longtemps. Il y a eu plein de démarches pour essayer de convaincre les mutualités agricoles, la MSA, le RSI, etc. Mais ça ne bouge pas. Ils disent qu'ils ont eux-mêmes... et c'est vrai. On peut faire appel aussi à des assistantes sociales qui exercent dans ces systèmes-là de sécurité sociale et qui ont elles aussi des fonds, mais moins importants, plus difficiles à obtenir. Il faut parfois tempêter et vraiment insister sur l'urgence pour obtenir quelque chose, plus tous les dispositifs légaux qui permettent aussi beaucoup de choses dans le maintien à domicile, mais qui sont parfois très très longs à mettre en place, d'où l'obligation aussi d'anticiper les choses le plus en amont possible pour pouvoir avoir le temps de mettre tout ça en place. Merci Patricia. Et la question 3, le bénévole dans le réseau, est-ce qu'il a une place? Il a une place extrêmement importante. Je ne peux que en rajouter sur ce qu'avait dit le professeur de Broucker. Mais il existe. Oui, bien sûr. Oui, alors... Tous les professionnels, les associations, les établissements sont des membres du réseau et les associations de bénévoles sont des membres du réseau. Ce sont des acteurs indispensables, on l'a dit, qui ont un rôle fondamental auprès des familles, auprès du malade. Et donc, oui, pour nous, c'est une ressource extrêmement importante et nos équipes la proposent systématiquement. Après, c'est toujours la même chose, où la personne prend ou elle ne prend pas. Mais en tout cas, c'est proposé. Oui, bien sûr. Et puis, j'insiste, c'est vraiment un type de prise en charge palliative avec des personnes. Moi, je dis toujours, ce sont des professionnels bénévoles, parce qu'ils sont tellement formés, ils sont tellement suivis, ils ont de la formation continue, ils ont de la supervision. Voilà, c'est vraiment presque un... Je vais dire, c'est pas un métier, mais c'est en tout cas une fonction qui est réalisée de façon extrêmement professionnelle. Et ils font partie des différents types de prise en charge, au même titre qu'une unité de soins palliatifs, que des lits identifiés, que l'équipe mobile, que les équipes d'appui des réseaux. Oui, ils font partie du réseau et ils sont une ressource très utile. Moi, je me bats en tout cas pour que ça perdure et on est très très proche, nous, de nos bénévoles, des bénévoles d'accompagnement. Merci pour cette réponse. Professeur de Broucker. Je vais faire un complément, puisque grâce en particulier à l'époque à Henri et son expérience à Dunkerque, on a pu, il y a quelques années, créer un réseau à domicile pour la région lilloise, Lille et environ, qui s'appelle le réseau Rosalie. Et alors, concernant le bénévolat... Dunkerque oblige. Oui. Non, mais bon, je suis aussi un petit peu dunkerquois. Je suis aussi un petit peu dunkerquois, donc le nom a été facile à choisir. Voilà, ces réseaux d'orientation, de soins, d'accompagnement pour Lille et environ, ça faisait Rosalie, puis voilà. Et on n'est pas là pour chanter des chansons, on est là pour parler des réseaux. Donc, très concrètement, dans la logique de la dynamique palliative, j'avais souhaité que les deux associations qui existaient sur le territoire de ce réseau ne soient pas uniquement des prestataires, mais soient aussi des moteurs de la vie du réseau. C'est-à-dire qu'en fait, les deux associations ont été membres fondateurs, font partie de l'Assemblée générale, du comité de pilotage du fonctionnement des réseaux.
Donc j'ai souhaité que les associations de bénévoles d'accompagnement aient un rôle, je dirais, c'est politique en quelque sorte, dans la vie du réseau à domicile. Vous voyez ? Parce que, non pas tant, bien sûr, pour qu'il y ait des bénévoles qui puissent participer, et ce sont les bénévoles de l'ASP Oméga Lille qui interviennent dans le réseau Rosalie, mais aussi parce que les associations de bénévoles sont les meilleurs témoins de l'engagement de la société dans la dynamique et la culture palliative. Et donc, j'étais intimement persuadé et convaincu que leur mission était aussi de créer et d'être là acteurs, vous voyez, dans les choix stratégiques du fonctionnement d'un réseau à domicile. Ce ne sont pas des pièces rapportées, ce sont des fondamentaux. Voilà. Une autre question. Allez-y, madame, posez-nous votre question. C'est un cas personnel, mais qui peut peut-être intéresser le public. J'ai ma mère qui est en EHPAD, et malgré tous les soins qui lui sont donnés, et avec beaucoup de générosité, son cas devient difficile, surtout pour les autres patients. Elle a une démence et son comportement gêne les patients qui sont avec elle. La maison de retraite a fait une réunion ce matin en se posant quelle solution pour son cas. Elle a fait un séjour de 2 mois à Fontan et il n'a pas été trouvé de remède pour améliorer sa situation. On parle ici d'un dossier pour une UMR, une UHR. Mais encore une fois, la période, ce sera 2 mois maximum. Son retour à l'EHPAD n'est pas souhaitable. Est-ce que son cas relève des soins palliatifs? Qui peut répondre? On ne peut pas répondre qu'il s'agit d'une situation de phase palliative, mais cette personne a un certain âge. Et quand on approche un certain âge, je pense qu'on est aussi plutôt vers la fin de vie. Vous voyez, entre le grand âge et la fin de vie, on ne sait pas. Mais bon, toute plaisanterie mise à part, ce n'est pas une plaisanterie quand même. Je pense que la difficulté des EHPAD, justement, de ces résidences, c'est que 47% en moyenne en France sont des personnes qui sont en perte d'autonomie, qui sont cette démence. Alors, certaines résidences se sont organisées pour avoir une partie avec des résidents plus ou moins autonomes, ils n'ont pas de grosses difficultés relationnelles et autres. Par contre, ces personnes qui ont des troubles du comportement, je crois que ça doit être le cas, ou qui sont perdus vraiment, là il y a des espèces de cantous, il y a des espèces d'endroits fermés où ils sont ensemble. Hein. Ce qui est le cas. Ce qui est le cas de la maman d'Adam. Mais malgré tout, il y a des problèmes thérapeutiques de troubles de comportement. Mais alors là, puisqu'on parle de soins palliatifs, je vais poser une question de base. Est-ce qu'il y a une souffrance physique de votre maman? Est-ce qu'elle souffre physiquement? Parce que il y a ça aussi, cette notion peut-être dont il faut tenir compte. Peut-être. Allez-y, professeur de Brocaire. Les patients atteints de maladie d'Alzheimer, si on considère qu'ils ne souffrent pas, c'est qu'on est complètement dans l'erreur. Ils souffrent tous. Et leur manière d'exprimer leur souffrance peut être sur un mode d'agitation, voire d'agressivité. Et là, la difficulté de l'évaluation, c'est qu'on n'arrive pas toujours à savoir si les phases d'agitation, les troubles qu'ils présentent, sont dus à leur maladie ou sont dus à un phénomène intercurrent. Une personne atteinte d'une maladie d'Alzheimer peut également avoir, à côté de sa souffrance psychologique, des manifestations authentiquement de douleur physique. Tout est mêlé, si vous voulez. Et donc, moi, je pense, pour répondre à madame, c'est que la problématique palliative ne touche pas que la cancérologie, elle touche aussi tout ce qui tourne autour des pertes d'autonomie, comme le disait Henri. Et là, c'est l'illustration. Alors,
les structures existent. Je veux dire, si on rajoute encore une souffrance supplémentaire en disant, parce qu'elle est de plus en plus difficile, pardonnez-moi l'expression, madame, de plus en plus difficile à encadrer, à gérer sa vie, il faudrait peut-être trouver une autre solution. Les structures pour personnes âgées, il y en a quand même beaucoup qui sont authentiquement orientées et spécialisées dans la prise en charge des troubles cognitifs et de la maladie d'Alzheimer. Et donc, eh bien, on doit assumer ça et continuer à s'en occuper. Alors, bien sûr, il peut y avoir des périodes très difficiles où on est obligé peut-être de réévaluer, de reproposer, par exemple, des bilans et de les hospitaliser pendant un certain temps pour savoir pourquoi ils sont comme ça. Mais il n'empêche, les structures existent. On a le même problème. C'est le même problème, par exemple, avec les personnes lourdement handicapées, à la fois sur le plan physique, sur le plan psychique, avec un handicap mental, y compris parfois chez des jeunes, dans diverses pathologies, je ne rentre pas dans les détails, et où à certains moments on se dit, mais voilà, c'est très difficile à prendre en charge. Mais n'empêche, il faut tout faire pour prendre en charge. Il faut tout faire pour ne pas abandonner ces personnes. Et il arrive un moment où on se dit, mais est-ce qu'on est encore capable de le faire? Eh bien, quand des structures... Oui, il y a un engagement, en fait, quand on est soignant. Je ne porte pas de jugement sur... Il y a un engagement. On assume. On n'abandonne pas et on doit essayer de trouver des solutions. Et si, à un moment donné, c'est difficile et qu'on se dit, bah, après tout, ce serait peut-être mieux qu'il soit ailleurs plutôt que chez nous parce qu'il commence à être gênant, moi, quelque part, ça me gêne d'entendre ça. Voilà. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Hein. Ils sont vraiment très disponibles, sûr, oui. mais elles gênent les autres patients. Ils sont dépassés, en fait. Les autres patients, elle est indésirable. J'aurais voulu... C'est ça. Patricia. J'aurais voulu compléter en disant que, en général, les EHPAD, les maisons médicalisées, ont la possibilité d'avoir accès à des équipes qui viennent travailler avec eux sur des situations qui sont complexes. Ça peut être une équipe d'appui à la coordination comme celle d'un réseau de santé. Ça peut être une équipe mobile en gériatrie qui a plus l'habitude peut-être de ce qui est spécifiquement gériatrique. Et s'il n'y a ni réseau avec une équipe d'appui, ni équipe mobile de gériatrie, il peut y avoir aussi des équipes mobiles soins palliatifs qui peuvent peut-être travailler autour de la situation. En tout cas, qui peuvent accompagner les soignants et les professionnels dans une réflexion. Ce que vous voulez dire, c'est que la structure éventuellement où est la maman de madame peut prendre contact avec un réseau ou bien la famille, par exemple, ou la personne, si elle est en capacité de le faire. Voilà. Dans ce cas de figure-là. Oui, je pense qu'il faut voir quelles sont les ressources qui existent sur le territoire où habite madame. Et puis, Est-ce que vous êtes... Après, on va passer à une autre question, si vous le voulez bien, et puis vous pourrez peut-être en parler un petit peu après. Est-ce que c'est sur l'île ou dans la métropole lilloise, me demande le professeur. C'est sur l'île. Le problème... Donc l'ARS a défini sur la grande métropole lilloise des structures de soins palliatifs, des équipes mobiles qui ont en charge, en responsabilité, toute une série d'EHPAD. Et donc, en fonction de l'EHPAD dans laquelle est votre maman, il y a une structure de soins palliatifs qui peut être appelée. Voilà. Je pense qu'on pourra peut-être vous donner quelques informations complémentaires, vous voir un contact à la fin de ce rendez-vous qui est en train... On s'approche de la fin. D'ailleurs, si vous avez des questions à poser, c'est vraiment le moment de le faire. Puisque, voilà, après, vous allez aller rencontrer les associations, si vous le souhaitez, pour avoir des questions très spécifiques. Mais n'hésitez pas, voilà, mettez-vous debout pour qu'on vous voit. Bonsoir. Allez-y. 2 points. Peut-être plus des faits, mais sur lesquels j'aimerais avoir vos réactions. On parle beaucoup de prise en charge à domicile après l'hospitalisation et dans un réseau. Or, il s'avère qu'il y a des situations où une personne est hospitalisée, elle est renvoyée à domicile et prise en charge par le service l'HAD de l'hôpital au détriment de la perte de son médecin, des infirmières qui l'accompagnent et donc parfois beaucoup de souffrance et de détresse du côté du patient et de la famille. Donc j'aimerais avoir vos réactions. Est-ce qu'on a des solutions à ça? Est-ce qu'il y a possibilité de
d'une autre coordination. Et l'autre question, enfin l'autre fait, on n'est pas sans savoir que les associations de soins palliatifs sont en difficulté par des restrictions financières. Je crois que c'est de 10% sur 2013. L'ARS a pu pour l'instant maintenir le financement, mais ces restrictions sont en vue pour 2014. Est-ce que ça peut mettre en danger tout ce travail à domicile, en sachant que les premiers postes souvent qui sautent sont le poste du psychologue ou c'est les postes de formation? Merci pour votre question. Patricia? Oui, alors je peux peut-être répondre à la première question. L'HAD, c'est l'hospitalisation à domicile, c'est un établissement hospitalier. Ça veut dire que si l'HAD intervient, si elle n'intervenait pas, c'est que le patient devrait être hospitalisé dans un service classique, dans un centre hospitalier. Donc c'est vraiment un service de soins qui fonctionne comme un service hospitalier. Et qui est un choix du patient? Ils font une chambre. Est-ce que c'est un choix du patient? C'est le médecin généraliste qui est censé prescrire l'hospitalisation. Ou alors, ce qui arrive aussi, c'est que le patient rentre à la maison, quitte l'hôpital avec une prescription du médecin hospitalier disant qu'il faut l'hospitalisation à domicile. Maintenant, le patient a tout à fait le droit de refuser d'être hospitalisé, comme il a le droit de refuser d'aller à l'hôpital en centre hospitalier. Donc, si ça ne convient pas au patient ni à sa famille, elle peut en discuter avec son médecin traitant. Le médecin traitant a aussi la possibilité de dire qu'il ne souhaite plus l'intervention de l'hospitalisation à domicile. Alors, une équipe d'appui à la coordination, l'HAD étant en principe un membre du réseau, l'équipe d'appui à la coordination peut intervenir en même temps que l'HAD. Alors elle se retire un peu puisque un service hospitalier a sa propre coordination des soins, une coordination interne. Et comme c'est à domicile, ils essayent d'avoir une coordination globale. Mais parfois, il faut qu'il y ait une poursuite d'accompagnement par une équipe de coordination d'appui qui vient en renfort. Donc les deux ne sont pas incompatibles. Et quoi qu'il en soit, le médecin traitant, si j'ai bien compris, lui, il est toujours là. Bien sûr. Juste, vous parliez des infirmières éventuellement. Alors c'est vrai qu'il y a ça dépend il y a des visages du fonctionnement, qui ne sont plus là, effectivement. Et ça dépend du fonctionnement des HAD. Ça dépend. C'est aussi personne dépendante. Si on a un médecin dans l'HAD qui devient prescripteur alors qu'il ne peut pas. Mais on sait que sur le terrain, ça peut arriver. Ça veut dire que quelque part, le médecin traitant est chanté et un peu mis de côté. Et ce n'est pas un bon fonctionnement, c'est un dysfonctionnement. C'est le médecin traitant qui reste responsable de la prise en charge et pas le médecin coordonnateur de l'HAD. Ça, il faut le savoir. Je vais un peu vous bousculer parce que je crois que certains d'entre vous ont rendez-vous à 21h, un autre. Deuxième partie de la question, qui peut y répondre? L'aspect... Les réseaux de santé. Alors effectivement, le fonctionnement des équipes a été fort bousculé en 2013 puisqu'ils ont appris au mois de juillet qu'on leur retirait 10% de leur financement de fonctionnement. Quand on a déjà dépensé les 6 premiers mois de l'année et qu'on doit récupérer les 10% sur les 6 mois qui restent, c'est évident que ça met les équipes très en difficulté. C'est évident qu'il y a eu des licenciements dans certaines équipes, malheureusement. Je pense que néanmoins que le souhait, c'est qu'on retrouve un équilibre. Je pense qu'il y a eu aussi un travail qui est encore en cours avec l'agence régionale de santé sur comment on va accompagner les patients, comment cadrer un peu les choses, placer le rôle de chaque acteur à tel et tel endroit. Donc il y a tout un travail de réflexion qui est fait. Je crois qu'au contraire, c'est pour justement rendre les équipes d'appui les plus efficientes et les plus efficaces possibles. Donc, c'est un avis personnel, mais ce que je ressens, c'est que nos équipes ne sont pas en danger et je ne
pense pas qu'il y aura encore des diminutions de 10% sur 2014. En tout cas, ce n'est pas ce qui est annoncé puisqu'on vient de recevoir les premières tranches de financement pour 2014. C'est aussi une politique nationale. Hein, donc voilà, on dépend de quelque chose de national avec une enveloppe qui est décidée au niveau national et qui est redistribuée dans les régions. Après, les régions doivent gérer avec l'enveloppe qu'ils ont et c'est pas toujours évident puisqu'on sait que pour le moment, les financements assurance maladie sont en baisse et qu'on serre de tous les côtés. Avant que chacun puisse aller justement discuter des questions qu'il se pose personnellement avec les associations qui vont vous accueillir dans quelques minutes, je voudrais, avant que nous nous quittions, que vous ayez chacun un mot sur ce qu'on a dit ce soir. On va dire le mot de la fin pour chacun. Allez-y. Et ensuite, vous pouvez partir. Oui, un mot, ou deux, ou trois. Un point. Dignité, solidarité, fraternité. Ça va pas être facile, hein. Juste anticiper. Je pense que les situations, elles doivent être prévues et il ne faut pas attendre que ça aille mal pour... Il ne faut pas avoir mal aux dents, il faut y aller avant. Professeur Blond, ça peut être une phrase. Hein. J'ai dit un mot, c'était symbolique. Hein. Ah, ben voilà, lui, il aura plus. Tu vas être jaloux. Non, moi, ce que je voudrais dire, et je sais que certains dans la salle y ont participé, je suis stupéfait par le développement de la culture soins palliatifs. On a connu une époque où on était un peu en marge ou discrédité quand on évoquait la notion de soins palliatifs, notamment dans le milieu universitaire. À l'heure actuelle, c'est un mouvement qui est connu, qui est reconnu, qui est très apprécié des étudiants en médecine, que ce soit d'ailleurs la prise en charge de la douleur ou l'accompagnement des patients en fin de vie. Et cela donne à la vie médicale une approche éthique un peu plus importante, une humanité des soins, une proportionnalité des soins, tout en n'oubliant pas qu'il faut soigner et qu'on a aussi des résultats, on a des guérisons. Mais quand on n'y arrive pas, cette notion d'humanité, de proportionnalité des soins est de mieux en mieux reconnue par l'ensemble du personnel soignant. Et je crois que c'est un des points importants de l'évolution de la médecine, malgré les progrès de la technologie médicale. Merci. Patricia ? Moi, j'ai envie de dire accompagnement tout au long du parcours de santé, dès l'annonce d'une maladie grave, mais aussi anticipation, donc ne pas hésiter à demander de l'appui, ne pas attendre la situation de crise, parce que quand la crise est là, on arrive à gérer, on fait le pompier et on n'arrive pas à gérer correctement la situation, et il y a tellement de choses à faire avant. Merci beaucoup à tous les quatre pour votre disponibilité. Merci à vous pour cette belle soirée de partage. Et vous allez pouvoir rencontrer justement dans l'espace associatif toutes ces associations qui vont répondre aux questions que vous vous posez. N'oubliez pas de remplir le petit questionnaire, c'est très important pour nous aussi pour faire avancer les autres soirées. La prochaine soirée sera le 8 avril, mais vous serez avertis bien évidemment sur un autre thème santé. Merci à tous et rentrez bien.